Bonjour et bienvenue au webinaire sur la communication environnementale produit. Donc bonjour à tous, Florian Ribeiro donc du pôle éco-conception. Je suis ingénieur conseil au pôle éco-conception et animateur de l'action Prime. Donc aujourd'hui nous allons échanger, je vais d'abord présenter et ensuite nous pourrons échanger sur la thématique de la communication environnementale et plus particulièrement la communication environnementale en autodéclaration. Pourquoi ce sujet? On a choisi ce sujet parce que déjà ça fait plusieurs années qu'au pôle éco-conception, on constate que les entreprises ont des problèmes pour valoriser leurs offres de produits éco-conçus. C'est-à-dire qu'il y a un projet d'éco-conception qui est mis en place, mais lors de l'étape finale du projet qui est la mise sur le marché, eh ben, la mise sur le marché, le produit n'a pas le succès que l'on aurait souhaité. Et c'est un problème parce que l'objectif de l'éco-conception, c'est bien sûr d'un côté de faire des produits moins impactants pour l'environnement, mais c'est surtout de remplacer des produits plus impactants sur le marché pour réduire réellement l'impact environnemental. Donc la communication environnementale aura un grand impact sur cette réussite et sur cette vente du produit éco-conçu. La communication environnementale en autodéclaration, on a choisi ce sujet parce que il y a quelques années, en 2016, il y a eu la mise à jour de la norme ISO 14021 qui correspond à ce type de communication et que ça fait déjà 10 années au pôle qu'on traite et qu'on pense, qu'on prépare ce sujet. On observe de manière générale plusieurs paradoxes, c'est-à-dire que l'autodéclaration est dénigrée alors que énormément d'entreprises l'utilisent. En plus, il y a un déficit de conseils, très peu de conseils sur cette thématique alors qu'elle est très très répandue. Donc c'est pour ça qu'on s'est saisi de ce sujet et aussi parce que selon les contraintes des entreprises, les autres types de communication ne sont pas toujours adéquates. Donc, parfois, ça peut nécessiter trop de ressources pour l'entreprise ou ça peut être pas adapté aux contraintes de l'entreprise d'utiliser un écolabel, un écoprofil, un affichage environnemental, mais j'y reviendrai très rapidement juste après. Donc nous sommes saisis de ce sujet et nous avons développé un guide sur la communication environnementale en autodéclaration qui paraîtra début 2020. C'est un guide d'environ 140 pages qui met en avant 6 critères incontournables, 12 pièges que je vous décrirai juste après, mais aussi plusieurs outils pour choisir, analyser, construire une communication et par exemple aussi une synthèse des différents documents sur la thématique de la communication environnementale. Donc ça, c'est un guide qui sortira en 2019 et qu'on réservera à nos adhérents, mais nous vous préparons à côté de ça un éco-concept, on appelle ça un éco-concept, donc on en a déjà fait un sur le biomimétisme, et là, on en prépare un sur la communication environnementale en autodéclaration qui fera environ 12 pages pour décrire ce qu'est l'autodéclaration, les critères incontournables que je vais vous présenter juste après, les différents pièges. Et donc, ce sera déjà une première approche et du contenu qu'on mettra à votre disposition. Donc, ce guide en autodéclaration, on l'a développé en partenariat avec l'ADEME, la RPP, l'IAE, mais aussi ONU Environnement, Grenoble École de Management et Make MyCom. On s'est entouré un peu des différents partenaires, que ce soit du côté marketing, du côté environnement, du côté communication environnementale pour nous aider pour relire ce que l'on a rédigé. Donc avant de commencer de parler de communication, une des obligations, c'est d'abord d'éco-concevoir, d'avoir un véritable projet d'éco-conception pour un produit. On va donc essayer de réduire les impacts environnementaux d'un produit, et ce, dès la conception, et ce, sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit.
c'est une approche produit, cycle de vie. Je fais un petit rappel parce que c'est vraiment essentiel avant de parler de communication environnementale. Donc, on va faire une approche sur un produit, sur l'ensemble de son cycle de vie. On va prendre en compte différents critères en essayant d'éviter les différents transferts d'impact entre ces critères et on va faire différents compromis de conception pour réussir à créer un produit qui soit le moins impactant possible. C'est aussi une démarche, donc une démarche composée de différentes étapes et des étapes qui sont très importantes parce qu'elle permettra de préparer l'étape finale qui est l'étape F, la communication sur le produit. En communication environnementale, il y a 4 types de communication, donc je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on va faire un focus sur l'autodéclaration. Donc il y a le type 1 qui est l'écolabel, le type 3 l'écoprofil, l'affichage environnemental et l'autodéclaration qui sont tous les 4 chapeautés par une norme qui est la norme ISO 14020. Chaque type de communication a sa norme. L'autodéclaration, c'est quoi? C'est toute mention, symbole ou graphique indiquant un aspect environnemental. Donc c'est très très vaste, c'est très large et on se rend compte que ça touche énormément de communication. Pour faire une autodéclaration qui soit la plus irréprochable possible, on va tendre vers l'irréprochabilité. On vous propose 6 critères, 4 premiers critères qui proviennent de cette norme chapeau qui est la norme ISO 14020 et de son premier principe. Ces critères sont pertinents, exacts, vérifiables et non trompeurs. Nous vous proposons 2 critères supplémentaires que sont efficaces à l'usage. Donc le premier, je vous expliquerai tout de suite après ce qu'il en est. Et le dernier, qui est le critère d'humilité, de faire une communication qui soit la plus humble possible. Donc là, je vous les ai listés. Maintenant, l'objectif, c'est que je vous les décrive un petit peu plus et que vous compreniez un peu ce qui se cache derrière ces 6 critères incontournables pour faire une communication qui soit la plus irréprochable possible. Donc, par exemple, pour ce premier critère qui est efficace à l'usage, si je prends un savon et que j'ajoute une prétention environnementale à ce savon, eh ben, de manière générale, il y aura un questionnement qui sera fait, surtout si on met cette prétention environnementale en premier plan. Donc, je dis, mon produit va en quelque sorte acheter mon produit parce qu'il est fait à base de composés naturels. La question qui va être directement induite vers le consommateur, ça va être, le produit est naturel, c'est bien, mais est-ce que je ne vais pas tout simplement plus frotter? Ceci est, enrichi par, une quantité de mauvaises expériences qu'on aurait pu faire parce que parfois, et surtout dans les développements des premiers produits, certains produits écologiques se retrouvent très naturels, mais fonctionnent peut-être un petit peu moins bien, et ça laisse des traces. Surtout qu'en éco-conception, on va faire une réflexion globale sur tout le cycle de vie, on va essayer de réduire l'impact environnemental sur tout le cycle de vie, mais en prenant un usage donné, c'est-à-dire une performance fonctionnelle pour le produit donné. Si on reprend cet exemple de savon, l'objectif, ça va être de pouvoir désinfecter telle ou telle surface, de pouvoir supprimer des traces de calcaire, des traces, tout type de traces. Donc, derrière ça, il y aura une efficacité. Il faudra donc mettre ça en premier plan. Et avant de parler d'environnement, il faudra parler d'efficacité fonctionnelle. C'est ce que normalement on fait dans tout développement de produit, c'est-à-dire qu'on repart d'un besoin, donc d'un besoin qui a donné des fonctions principales, des fonctions on va dire moins importantes. Ensuite, on va évaluer cette fonction du produit et la comparer par rapport à la concurrence. Et dans ces cas-là, le produit pourrait être plus performant, moins performant qu'un autre, qu'un produit concurrent. Il faudra donc s'adapter à cette comparaison et faire cette comparaison par rapport à la concurrence.
Et donc, il faudra donc mettre la prétention environnementale en complément. Le deuxième critère est le critère pertinent. Donc pertinent, c'est-à-dire qu'il va falloir mentionner les vrais enjeux environnementaux du produit. Par exemple, si je vous montre ce graphique qui représente les différents enjeux environnementaux, différents impacts environnementaux pour un produit, et que je communique sur le transport. Donc vous voyez, le transport, c'est la partie qui est la plus basse. Donc il est fréquent d'avoir tendance à parler de l'impact environnemental le plus faible pour parler d'un produit. Et bien en fait, si je parle d'une voiture, par exemple, et que je suis en train de communiquer sur l'impact environnemental le plus faible d'une voiture, c'est-à-dire son transport, donc je suis en train de dire que ma voiture est écologique parce que je l'ai transportée en train pour la livrer. Vous comprenez très bien que la communication devrait être ciblée sur l'impact principal du produit, et donc là où il y a le plus d'impact, et le travail d'éco-conception devra aussi être sur cette étape. Donc, d'où la liaison entre projet d'éco-conception et communication environnementale. Il faudra donc impérativement parler de l'enjeu environnemental principal du produit, qui est son usage et donc l'usage de la voiture. Pour ça, il est nécessaire de connaître son produit, de connaître les différents enjeux environnementaux sur le produit, de vérifier que la prétention s'applique réellement au scénario le plus probable, c'est-à-dire je dis que mon produit est recyclable, mais est-ce qu'il l'est réellement? Est-ce qu'il y a une filière de recyclage? Donc, en vrai, de manière générale, il peut être recyclable techniquement, mais ne jamais finir dans la filière de tri. Et donc, le scénario de fin de vie ne correspond pas. Et donc, ce n'est peut-être pas pertinent de dire que mon produit est recyclable s'il ne finit pas dans la filière de recyclage. Il faudra aussi adapter la communication proportionnellement à l'importance des enjeux environnementaux et sur l'ensemble du cycle de vie. C'est un peu ce que je vous ai présenté juste avant, c'est-à-dire que plus l'enjeu environnemental est important, plus il faudra communiquer sur cette étape. Pour des enjeux environnementaux qui seraient moins importants, voire même dérisoires, on pourra les mentionner, mais ça ne pourra pas être la plus grande part de communication, ça pourra pas être ça pourra pas prendre la plus grande place dans la communication du produit. Le troisième critère est le critère exact, parce qu'une communication doit avant tout être réaliste, c'est-à-dire qu'on va devoir choisir une unité de mesure qui soit en lien direct avec l'impact environnemental qu'on est en train de mentionner. Donc, parler de vitesse pour un véhicule, de prendre une unité de mesure qui soit en lien direct avec l'enjeu environnemental. Il va falloir mentionner une fiabilité, et souvent là, c'est de mentionner les hypothèses de calcul qui nous ont emmenés à avoir cette valeur qu'on met en avant comme impact, comme prétention environnementale. Il va falloir essayer, dans la mesure du possible, de donner le chiffre le plus exact possible. C'est pas toujours possible parce qu'il y a des notions de confidentialité. Il faudra donc indiquer la fourchette dans laquelle se trouve la valeur et de dire la valeur est fiable. Non, n'est pas fiable, mais elle est. Ce produit est. Faudra indiquer le pourcentage d'erreur qu'il y a ou le pourcentage d'exactitude qu'il y a dans la prétention. Le quatrième critère, il faudra essayer de faire une communication qui soit vérifiable. C'est une fois de plus un critère qui provient de la norme.
donc qui provient de la norme ISO 14020, mais il y a aussi des études. Donc, par exemple, l'étude Ethicity de mai 2016 proposée par Greenflex, qui met en avant le fait que la population a besoin que les entreprises leur donnent plus d'informations sur les conditions de fabrication du produit. Et 90% de la population indique ça. De plus, ces informations, les consommateurs souhaitent les avoir en majorité sur le produit. On se rend compte que si on essaye de mettre toutes les informations environnementales sur le produit, ce ne sera pas possible. Donc, il y aura des méthodes pour essayer d'apporter le plus d'informations, mais peut-être ne pas mettre toutes les informations sur le produit. Lorsqu'on va vouloir rendre une communication vérifiable, il va falloir choisir un mode de preuve. Ça peut être une note de calcul, un rapport de test, une synthèse d'une analyse de cycle de vie, ou alors encore un référentiel de type label auquel on fait référence lorsqu'on dit que notre produit est plus vert qu'un autre. Pour construire ce mode de preuve, il va falloir créer un mode de preuve en fait qui soit le plus reproductible possible pour que la concurrence puisse, pour qu'il y ait une transparence et que les concurrents puissent se comparer, qu'il y ait une certification. En priorité, essayer de créer un mode de preuve qui soit certifié par une tierce partie, que le mode de preuve soit le plus transparent possible et le plus robuste, donc avec l'étude, par exemple, qui serait la plus robuste, la plus représentative possible. Et pour ça, il va falloir quand même faire, une fois de plus, des compromis, parce que le mode de preuve le plus idéal sera peut-être trop compliqué à atteindre d'un point de vue coût, ressources, temps. Il va donc falloir faire des compromis et choisir le mode de preuve qui apporte d'un côté le plus de crédibilité, donc qui soit reproductible, certifié, transparent, robuste, mais qui soit dans des coûts, ressources et temps abordables. Ce que je vous disais juste avant, donc que le consommateur souhaite avoir toutes les informations sur le produit, il sera possible de l'atteindre, mais pas, bien sûr qu'il ne sera pas possible de mettre toutes les informations sur le produit. Il sera possible d'organiser la communication en 3 niveaux. Et donc, par exemple, sur un support à lecture rapide, on pourra susciter l'intérêt et donc afficher une prétention environnementale, et tout en suggérant qu'une preuve technique et scientifique existe et qu'il est possible d'aller vérifier et d'aller un petit peu plus loin pour en savoir plus sur cette prétention environnementale, et donc d'aller vers un second niveau qui peut être par exemple, donc le premier qui peut être la face avant du produit, et le second niveau qui peut être le dos du produit, donc un support intermédiaire où on va argumenter un petit peu plus et donner par exemple les conditions de réalisation de la preuve. Donc, cette preuve est mise en avant suite à un test qui a été effectué dans des conditions les plus représentatives de la réalité. Donc, cette phrase qui pourrait être le support intermédiaire. Et donc, en 3e niveau, on peut mettre à disposition donc, un support plus détaillé qui décrit ces conditions de test, qui décrit comment on est arrivé à ce résultat d'impact environnemental, ce résultat de consommation d'énergie pour un produit. Et donc, on pourra détailler un petit peu plus ces résultats dans un support, par exemple, qui serait téléchargeable sur le site internet de l'entreprise. On arrive au critère 5, qui est le critère non trompeur. Donc, une communication, si on reprend cet exemple qui est ressorti du 6e bilan publicité environnement publié en 2016 par la RPP, donc qui montre un exemple d'un véhicule qui se dit zéro émission, d'un véhicule de type engin de chantier qui se dit zéro émission. En fait, cette communication peut être pertinente, exacte, donc c'est-à-dire que ce véhicule est réellement zéro émission. Ça peut être vérifiable, donc ce véhicule n'émet rien lors de l'usage, mais vous voyez très bien que je viens de rajouter un élément, donc lors de l'usage.
Et donc, dans ces conditions, si on dit que ce véhicule est zéro émission, en fait, on aurait tendance à tromper le consommateur. Ce véhicule est zéro émission direct à l'usage. Mais lors de la fabrication d'électricité que va consommer ce véhicule électrique, il y aura forcément des émissions, il y aura des impacts environnementaux. Donc le présenter en tant que tel, en tant que zéro émission, c'est clairement trompeur. Il faudra préciser. Pour éviter qu'une communication soit trompeuse, il faut de manière générale construire des phrases les plus simples possibles et qui n'induisent pas en erreur. Donc utiliser des phrases simples, par exemple, qui n'utilisent pas de double négation. On voit parfois des communications de ce type où il y a deux négations et donc au final, on ne sait plus trop où on en est quand on lit cette phrase. Et donc c'est clairement trompeur pour le consommateur. Il va falloir aussi choisir des mots précis. Donc, par exemple, le mot durable, lorsqu'on l'emploie, on ne sait pas trop si on parle de durabilité dans le temps, si on parle de durable au sens de développement durable. Donc, clairement, employer ce mot seul peut porter à confusion et peut être trompeur. Il va falloir préciser le champ de performance. Donc, par exemple, ce que je viens de vous montrer juste avant avec le véhicule électrique qui est zéro émission, il va falloir préciser que c'est zéro émission directe à l'usage, mais aussi parler de performance globale et ce, sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit, tout en évitant d'utiliser des logos qui pourraient être trompeurs. Donc, par exemple, ce type de logo en forme de sceau d'agrément qui pourrait faire référence à une certification par une tierce partie, alors que ce n'est pas le cas dans l'autodéclaration qui correspond. Le dernier critère est le critère humble qu'on a rajouté parce qu'en fait, un produit éco-conçu a quand même un impact environnemental malgré tout. Et que de créer un produit qui serait une communication liée à un produit qui serait trop prétentieuse aurait tendance à engendrer encore plus de suspicion. L'environnement est un secteur qui est pas toujours évident, à gérer et ajouter à ça des allégations qui seraient très prétentieuses ne ferait qu'encore plus complexifier et encore plus engendrer de suspicion. Donc on devra utiliser des visuels qui correspondent aux enjeux, aux stratégies d'éco-conception, aux produits concernés. Vous voyez très bien ces 4 logos qui sont sortis de cas réels d'entreprises qui utilisent ces logos, qui font référence à de la verdure, à une planète qui est soutenue par une main, à une feuille avec à l'intérieur une goutte d'eau où on peut voir la planète. Donc on fait référence à des éléments qui n'ont rien à voir avec les produits sur lesquels sont placés ces logos. Il va falloir proscrire aussi tous les tons élogieux parce qu'un produit n'est pas vert, il n'est pas éco-conçu, mais il est plus éco-conçu, il est plus vert qu'un autre. Il va falloir aussi adopter une communication mesurée, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir mettre une multitude d'arguments, d'allégations environnementales sur un produit qui viendrait masquer l'ensemble du reste du produit et au final donner l'impression que le produit est très très vert alors que ce n'est pas le cas au vu de la démarche de l'entreprise. Une fois qu'on a ces 6 critères, il sera possible d'analyser la communication vis-à-vis de ces 6 critères et donc de déterminer est-ce que cette communication, est-ce que cette allégation respecte ce critère efficace à l'usage, pertinent, exact, vérifiable, non trompeur, humble. Donc c'est des analyses qui peuvent se construire.
dans lequel nous, on a créé dans le guide donc, des premiers outils pour analyser les communications environnementales au vu de ces 6 critères. Donc là, si vous suivez donc, ce que je viens de vous dire, et donc ces 6 critères que je n'ai pas pu développer bien sûr dans le détail parce qu'on reste sur une présentation assez rapide, vous tendrez vers l'irréprochabilité, mais le deuxième terme qui était dans la présentation, qui était dans le titre de ce webinaire, était efficace. Donc d'un côté, là, on parle d'irréprochabilité de la communication, mais si on veut vendre un produit, il va falloir basculer un petit peu dans l'efficacité et aller un petit peu plus loin que ces critères qui restent, on va dire, standards génériques. C'est pourquoi on a développé, on a rédigé, donc dans ce guide, et donc je vais vous en parler très rapidement, et ça fera aussi l'objet du futur atelier qu'on vous proposera. Donc on a développé 12 pièges à éviter en autodéclaration. Ces 12 pièges sont les suivants. Donc éviter le piège qui est fréquent, ça serait que si on veut parler d'environnement et être le plus détaillé possible, on soit amené à submerger les clients d'allégation, qu'on soit amené à évoquer toutes les étapes du cycle de vie, que lorsqu'on connaît son produit, on se rend compte où se situent les impacts environnementaux, on aura peut-être tendance à négliger les perceptions des parties intéressées. Et donc ça, ce sont des pièges qu'on a rencontrés dans lesquels certaines des entreprises qu'on a accompagnées sont tombées. Et donc, on s'est servi de tout ça pour lister les différents pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Donc ça peut être aussi se faire influencer, donc suivre bêtement une attente d'une partie intéressée qui ne correspondrait pas aux vrais enjeux environnementaux. Le 5e piège qui est éviter de se comparer par peur, donc ne pas utiliser de comparaison, c'est un piège. Les entreprises se retrouvent souvent dans cette situation et ne comparent pas leurs produits. Il faudra aussi éviter d'utiliser des termes négatifs. Quand on parle d'environnement, on aura souvent tendance à dire ne contient pas, n'est pas, ou utiliser des termes qui seraient très négatifs et qui ne vont pas dans le sens, comment dire, qui empêcheraient, qui ne vont pas dans le sens d'une bonne communication, parce qu'un terme négatif aura tendance à culpabiliser le consommateur plutôt que de l'accompagner vers une modification de comportement ou autre. Il va falloir utiliser des termes un petit peu plus positifs. On sera amené à communiquer trop parfois ou pas assez, à rechercher parfois un chiffre parfait, d'aller dans le détail, de faire une ACV très détaillée pour avoir le chiffre le plus parfait, alors qu'au final, la réponse n'est pas forcément dans la perfection, mais qu'on peut avoir des réponses un petit peu plus simples, plus rapidement. On sera amené parfois à utiliser des arguments globalisants, donc qui laissent un peu planer le doute. Mon produit est vertueux, donc on laisse un petit peu planer le doute sur qu'est-ce qui se cache derrière cette revendication. Parfois, les entreprises sont amenées à revendiquer des stratégies qui n'existent pas. Ça arrive fréquemment, par exemple, dans des entreprises qui disent que leurs produits sont sans huile de palme dans des secteurs d'activité où il n'y a jamais eu de problème avec l'huile de palme, où l'huile de palme n'a jamais été utilisée. Mais comme c'est une attente consommateur, on utilise ce terme. Donc, dans ces 12 pièges, on reprend toutes ces difficultés et on essaye d'apporter des conseils pour les éviter. Les 3 derniers, donc revendiquer des stratégies fantomatiques, j'en ai déjà parlé. Communiquer sur des gains faibles. Donc en fait, c'est souvent les entreprises qui ont déjà fait plusieurs projets d'éco-conception qui se retrouvent sur des gains plutôt faibles, et il y a des difficultés à communiquer dans ces conditions-là. Et enfin le dernier, donc faire miroiter des bénéfices colossaux en laissant une fois de plus planer le doute sur ce qui se cache réellement derrière la communication environnementale. Donc en fait,
ces pièges sont directement liés aux 6 critères que j'ai évoqués juste avant. Et on peut faire un lien directement. Donc, si on veut faire une communication qui soit la plus exacte possible, eh ben, on pourra se retrouver dans la situation d'éviter de se comparer parce qu'on a peur de se comparer à la concurrence ou à l'ancien produit qu'on avait avant. On aura tendance à utiliser des termes négatifs. Donc, on a vraiment fait un lien entre ces pièges et ces critères incontournables. Donc, pour ma part, c'est fini sur cette présentation. Je vais laisser terminer Agnès sur la présentation de l'action prime et on pourra passer à la partie questions. Merci Florian. Donc moi, je voulais juste revenir sur le programme prime, donc le programme régional qu'on vous propose. En tout cas, c'est valable donc pour toutes les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes. On peut vous aider à orienter votre démarche avec un diagnostic initial, monter en compétence avec des journées de conseil. C'est le pôle éco-conception qui vient en entreprise vous aider à décliner une thématique. Et puis, les autres solutions, c'est ce qu'on a abordé aujourd'hui avec le webinaire et l'atelier, je vais en dire un mot. Je vous invite à aller voir la page web de l'action qui se trouve donc à l'adresse donnée sur la diapo. Ensuite, on vous a précisé les modalités d'intervention de chacune de ces actions et leurs coûts. Sachez que les subventions de l'ADEME sont déjà intégrées aux coûts qui sont affichés. Merci encore à tous, à bientôt. Merci à toi Agnès et merci à tous et très bonne fin de journée. Merci, au revoir.